Bonsoir tout le monde, je suis chef de projet à l'Université populaire et citoyenne de Roubaix qui organise ce cycle de conférences en partenariat avec la médiathèque de Roubaix, transition en quartier populaire. Et ce soir, nous sommes avec Victoria Sachset et Vincent Boutry qui vont nous parler un petit peu de la nouvelle charte du Trichon, celle que nous avons signée en juin dernier. Et l'objectif de ce soir, c'est de pouvoir vous présenter un petit peu cette charte et de discuter ensemble de démocratie participative. Voilà, donc il m'a été demandé de vous introduire cette nouvelle charte. Donc on ne va pas en faire une lecture exhaustive, mais en quelques mots, je vais tenter de vous la résumer. Coucou Stéphanie. Donc voilà, comme vous le savez, cette année, donc on a vécu vraiment une nouvelle étape dans l'aventure collective qui dure depuis maintenant plus de 15 ans au Trichon. À l'origine, il y avait donc une friche industrielle, des terrains laissés à l'abandon, des sols pollués. Et une poignée d'habitants a décidé de prendre un peu les choses en main et de se retrousser les manches, d'imaginer peut-être un avenir un peu différent pour tout cet espace. Alors tout a commencé en 2008. Quelques habitants engagés à l'UPC se sont demandé comment sécuriser des emplois liés à la restauration, à la distribution de repas pour les bénéficiaires de minima sociaux. Donc ça, c'était l'univers, pour ceux qui connaissent. Et ils se sont dit, tiens, et si on faisait un restaurant bio ? Et puis, autour de tous les enjeux et tous les échanges qu'il pouvait y avoir autour des enjeux écologiques, ils se sont finalement inspirés de cet endroit, de ce quartier, de cette place au sein du quartier du Trichon, pour étendre progressivement leurs ambitions. Et du coup, cette dynamique bottom-up, elle a donné lieu à plusieurs initiatives, même un certain lot, mais là, je vais vous présenter celles qui sont à l'origine aujourd'hui de ce dont nous allons parler concernant la charte. Donc, ça a commencé par un restaurant coopératif, donc Baraka, qui est devenu à la fois tiers-lieu et fabrique de biens communs. Voilà. À partir de là, petite extension vers le parking juste en face avec la création d'un jardin partagé et puis d'une ferme urbaine qui produit aujourd'hui des légumes bio en plein cœur de la ville grâce à l'équipe des paysans urbains. Il y a également le projet d'habitat participatif et écologique HELP pour habitat écologique léger et partagé. Et enfin, un collectif d'habitants qui, soutenu par l'UPC, permet aux voisins du quartier tranquillement de donner vie à des projets locaux. Donc fêtes de voisins, incroyables comestibles, Ripper Café, repas de quartier, vide-grenier, bal du Trichon. Voilà, on ne compte plus les initiatives qui sont prises en charge par les habitants au fil de l'eau. Et il y avait déjà eu en 2018 une première signature de charte qui avait posé les bases de la co-construction entre habitants, associations, villes et métropoles. Et aujourd'hui, on a vraiment franchi une nouvelle étape avec cette nouvelle charte du Trichon, donc quartier démonstrateur de transition. Qu'est-ce que ça change ? Alors d'abord, ça a élargi le périmètre, hein, donc on n'est plus seulement sur la friche Nolé-Crouy, mais ça comprend également l'ancienne usine Tout le Monde et les rues adjacentes. Et ensuite, on affirme très clairement 3 objectifs qui sont partagés par l'ensemble des acteurs. Donc, premier objectif, on a un sol vivant nourricier qui fait de la ferme urbaine un îlot de biodiversité et un espace d'autonomie alimentaire. On a 2, un lieu d'éducation et de prévention où alimentation, santé et bien-être se rejoignent, avec demain l'arrivée de l'école d'infirmiers l'IFSI dans l'ex-bâtiment LEA. Et enfin, un quartier démonstrateur de transition et d'entraide où on tente d'inventer de nouvelles formes d'habitat, où on mutualise des espaces et où on développe réemploi et convivialité. Donc ça, c'est sur les fameux objectifs de cette charte. Hop. Alors cette charte, c'est aussi une nouvelle manière de dire qu'on ne peut pas porter tout seul une telle transformation, que pour pouvoir faire tout ça, pour pouvoir faire avancer le projet, lui donner de l'ampleur, il faut vraiment s'appuyer sur une gouvernance qui soit partagée. Et c'est là que le projet est tout à fait original, puisque la gouvernance repose sur 3 instances, qui sont le Conseil de la friche, qui propose de rassembler toutes les parties prenantes et de les engager à présenter leurs projets
respectifs développés dans le quartier. Toujours en vue de développer les objectifs de la charte et ses impacts, faire en sorte que cela impacte de façon bénéfique les autres acteurs. Et cela signifie qu'on doit avoir une décision collégiale. Tout le monde doit être d'accord pour que les projets proposés soient développés au sein de cette friche. Ensuite, la grande table, donc, qui est co-animée par les associations signataires et où les citoyens peuvent débattre entre eux et préparer leurs propositions. Et enfin, la mission friche, donc là, qui est formée d'une équipe mixte, qui est, on l'espère, en cours de préparation. Donc l'objectif, c'est de mêler ville et acteurs associatifs. Et ça assure l'animation et le suivi au quotidien de cette charte. Voilà, ça permet de garantir aussi que la parole des habitants soit bien prise en compte dans les décisions qui sont prises sur le terrain. Voilà, donc en bref, cette charte, elle a pour objectif de continuer à faire un Trichon qui soit quartier totem de la transition écologique et sociale à Roubaix. Et c'est un levier pour l'avenir, en fait, tout simplement, pour pouvoir développer ça dans la durée. Et aujourd'hui, l'objectif de cet échange, c'est de voir comment, finalement, cette charte peut renforcer la démocratie participative et donner du pouvoir d'agir aux habitants dans le quartier. Donc faire en sorte finalement que le quartier soit transformé par eux et avec eux. Voilà, tout simplement. Et donc je vais peut-être proposer à Victoria et Vincent de se présenter. Victoria, je te laisse la parole. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je me permets juste Victoria Saxé, du coup. Ah, non, c'est pas grave. Et donc, docteur en géographie, comme c'est écrit sur le programme. Donc moi, j'ai travaillé, j'ai fait une thèse à l'Université de Strasbourg sur les jardins partagés comme forme de participation citoyenne, appropriation de l'espace public et construction de communs. Donc c'est pour ça que je suis là. Je pense qu'on a 2-3 choses à se raconter. Donc mes terrains d'études, moi j'ai adopté une démarche comparative en comparant donc un jardin partagé à Strasbourg et un à Rome. Donc ça permet d'ouvrir un petit peu les perspectives sur différents contextes sociopolitiques pour voir comment ce jardin où des gens cultivent des légumes sur l'espace public peuvent sembler similaires, mais recouvrent, il y a des choses communes, des choses différentes. Et donc voilà, je ne sais pas si je redéveloppe après ou j'entre, peut-être rentrer dans le détail infini de mon travail de recherche maintenant tout de suite. Mais comme tu le sens, si tu veux introduire un petit peu ton travail, tu peux. Sinon, Vincent, tu peux aussi te présenter. Bien que tout le monde commence un peu à te connaître. Ça va, il est connu. C'est pour les spectateurs qui nous regardent. Bonjour YouTube, donc Vincent Boutry. Je suis animateur de l'Université populaire et citoyenne de Roubaix, qui est un projet extraordinaire, qui réfléchit à la question essentiellement tout de même de la démocratie, de la parole des habitants dans cette bonne ville de Roubaix. Et donc, on travaille là-dessus depuis l'origine, voilà, de permettre que tout le monde puisse construire le commun avec Philippe, qui est ici présent, qui est notre président. J'essaye de le contrôler. Mais justement, voilà. Vas-y, parle-nous un peu de ton travail. Ok. Et oui, donc mon travail de thèse, que j'ai eu d'ailleurs le plaisir de pouvoir développer dans un ouvrage, petit moment de promotion, qui s'appelle « Jardin en commun, politiser l'écologie ordinaire ». Donc je l'ai structuré en 3 parties. Ça m'a permis de réaffirmer mon propos de manière structurée un peu différemment du travail de thèse. Donc dans un premier temps, j'appréhende vraiment cette question de l'engagement et de la participation. Donc observer comment les gens, pourquoi ils se mettent en mouvement déjà, collectivement, de manière bénévole, gratuite. On parlait du sens du travail dans ces espaces. Comment ils se structurent, quel profil. Donc il y a toute une approche sur la question des profils des personnes qui s'engagent en fait. La question des leaders, et du pouvoir aussi au sein des structures. Et ça, je pense que ça doit vous traverser aussi, forcément, dans toute forme de collectif. Après cette question-là de l'engagement, j'appréhende le rapport à l'alimentation et au vivant à travers ces objets-là, donc d'agriculture urbaine. Qu'est-ce que ça fait comme transformation, ce rapport à une forme de matérialité, cultiver la terre, le rapport au vivant, que ce soit animal, végétal, qu'est-ce que ça change, pourquoi les gens s'en approchent, comment ils modifient leur manière de s'alimenter, de représenter ce rapport à la nature, etc. Et la dernière partie, c'est plus pour appréhender vraiment qu'est-ce que ça fait à la fabrique de la ville, donc dans une logique
plus globale en fait à l'espace public et à la fabrique de la ville. Et donc c'est une analyse vraiment comparative là entre les deux villes qui sont assez différentes. Donc une qui est vraiment Strasbourg, on va dire, avec une dimension institutionnelle un peu plus forte, où la co-construction, elle se fait pas à pas avec une municipalité qui a quand même une volonté politique qui encadre un site. Enfin bon, voilà, je pourrais détailler là-dessus ces initiatives-là. Et à Rome, en revanche, où on va dire la chose publique est moins gérée. Il y a beaucoup de délaissés, de friches, ce que les jardiniers appellent plutôt de la mauvaise gestion, voire de l'abandon. Et donc, on est dans des formes de réappropriation de l'espace par la base qui passent par de l'occupation illégale. Enfin, voilà, on est dans d'autres manières de faire. Donc, j'ai l'impression que des fois, ici, vous êtes peut-être à cheval entre les deux. Il y a une mobilisation forte de la base, mais en même temps un dialogue avec les institutions. Donc on pourra aussi peut-être discuter ces enjeux-là. Mais donc voilà, l'idée c'est vraiment d'analyser un peu, sans être manichéen, c'est voilà, comment ça se compose finalement ce rapport de pouvoir des citoyens en lien avec les institutions sur l'espace public et de voir un petit peu les différentes nuances de fabrique de la ville et d'engagement citoyen et politique. Et donc voilà, à travers la question des agricultures urbaines. Bah super, bah déjà du coup ça me donne envie, enfin je sais que tu m'as dit juste avant que tu avais un peu regardé l'ancienne charte et la nouvelle, et du coup ma première question ce serait peut-être qu'est-ce qui t'a semblé à lecture et par rapport à toi, ce que tu as pu découvrir dans ton travail de recherche, qu'est-ce qui t'a semblé original dans la démarche qui a lieu autrichon du coup? Alors, en tout cas, et c'est suite aussi aux échanges qu'on a peut-être pu avoir avec Vincent, ce qui m'a frappé, c'est que en France, donc moi j'avais étudié plutôt Strasbourg, où il y avait, comme je vous l'ai dit, ce rapport un peu plus institutionnel, et là je voyais une mobilisation de la base un peu plus forte à Roubaix. Après, c'est une ville que moi, j'ai pas spécifiquement étudiée, mais j'ai un peu lu. Il y a beaucoup de travaux de chercheurs qui ont été faits. Et donc, c'est un contexte encore particulier en France, qui est différent et mu par différents enjeux, politiques, économiques, sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une évolution. Donc, effectivement, c'était en 2018, vous avez posé des pistes, enfin, j'ai l'impression, des directions. Et la nouvelle charte, elle vient un peu y répondre. Et on sent qu'il y a une belle évolution. Et que ça permet de mettre en lien donc non seulement ces enjeux de participation et de fabrique de la ville, mais l'enjeu écologique aussi qui est très fort, et plus l'enjeu social à travers cette notion d'entraide. Et donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire l'entraide aujourd'hui dans ces conditions-là? Comment on le lien, enfin voilà, l'enjeu social, mais aussi le rapport écologique, qu'est-ce qu'on peut mettre sous ce terme? Et donc voilà, une belle diversité d'acteurs, des acteurs qui viennent donner le foncier, donc il y a des ressources, il y a de l'animation, il y a beaucoup de choses dans tous ces acteurs-là. Donc moi j'ai aussi des questions à vous poser, peut-être sur justement comment vous faites, parce que j'ai pas eu le plaisir de faire des entretiens et de l'analyse quali sur votre terrain. Comment tous ces acteurs s'articulent et travaillent ensemble, où est-ce que ça frotte, où est-ce que ça fonctionne bien. Enfin, je pense que c'est aussi l'objet de cet échange. Oui, ouais, la réalité terrain aussi. Et ben, je vais laisser la parole à Vincent qui va pouvoir en dire un petit peu plus là-dessus, je pense. Ouais, enfin, comment on fait? On essaye d'agir sur plusieurs niveaux. Il y a essayer de faire des rues conviviales. Déjà que les gens se rencontrent dans le quartier, c'est un premier niveau. Et puis ensuite, qu'ils puissent participer à la construction des projets qui sont portés par certains d'entre nous. Donc on a privilégié la forme associative qui permet aux gens de rentrer, d'être adhérents, de regarder, de participer à des réunions, d'écouter, de donner un coup de main, et petit à petit prendre des responsabilités. C'est-à-dire, c'est une façon de mettre d'ouvrir en fait les projets. Et donc ça a été un deuxième niveau. Et puis ensuite, c'est le niveau qui est à construire. C'est le dialogue sur les politiques publiques qui arrivent dans notre quartier. Et c'est, nous on porte, on est quelques-uns à porter une vision du commun à travers quelques projets comme ça, qui sont notre vision à nous. Et donc cette vision, il faut la partager avec l'ensemble de la population, parce que tout le monde n'a pas la même vision que nous. Et donc, pour que justement on fasse commun avec tout le monde.
Et donc c'est l'enjeu de cette charte, c'est de passer de projets. La première charte était plutôt sur la réalisation de projets un peu économiques, on va dire, faire une ferme, installer, consolider Baraka, essayer de conquérir le LEA pour y mettre des activités. Enfin voilà, c'était un peu ça. Et là, on passe à une logique plus large de quartier et puis d'intégrer l'entraide. Ça veut dire qu'on intègre plein d'autres choses que simplement la question de l'alimentation. On est sur du lien social, c'est-à-dire on repolitise en fait et on démarchandise les rapports entre les gens. Et ça me semble aussi un gap important, même si derrière l'entraide, tout le monde a mis gentiment l'entraide sans savoir vraiment ce qu'il y avait derrière. On trouve que c'est sympa, mais je pense que justement l'entraide, c'est aussi un rapport d'égalité. C'est-à-dire je t'aide, tu m'aides. Et c'est un rapport qui demande à se rencontrer, vraiment. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, la difficulté qu'on voit dans la vie des gens, c'est que c'est vachement bien ce qu'on fait, mais j'ai pas le temps, parce que j'ai le boulot, j'ai les enfants, et on est pris dans un millefeuille d'activités, on a une hyper-mobilité, on est hyper connecté aussi bien avec les gens à l'autre bout de la planète qu'avec... Et pour finir, le voisinage, le quartier, tout ça, ça devient, c'est un truc, c'est un peu de convivialité. Et donc tout notre boulot, nous, c'est de redonner de l'importance à la notion de quartier, de refaire communauté, de refaire collectif. Et donc ça veut dire qu'on pense une organisation qui permet de recevoir la parole de tout le monde. Et ça, mais après, on peut peut-être y revenir plus loin dans la discussion. Ouais, carrément. C'est ce qui fait l'originalité de la peut-être faire la critique des dispositifs aussi de participation des habitants. Ça, je peux revenir là-dessus aussi. Ouais. Après, moi, ce que j'aime bien à Autrichon, c'est que c'est très, très expérimental. Et moi, quand je suis arrivée il y a 3 ans, il y a certaines stratégies que j'ai trouvées hyper intéressantes, comme l'initiative du journal, que je trouvais assez maligne, le journal L'Entraide, qui permet de faire du porte-à-porte et qui, du coup, permet d'aller à la rencontre des voisins et de les voir en vrai, de leur parler des projets, même si parfois, au départ, on peut passer quelquefois pour des huluberlus, je pense, mais en tout cas, c'est un contact physique et humain qui rend les choses plus accessibles. Et je remarque qu'au fil du temps, ça devient un rendez-vous, ça permet de faire venir des gens au collectif. Mais malgré tout, il y a toujours cette question, et tu l'évoquais, ça a l'air d'être présent dans ton ouvrage que j'ai pas encore lu, désolée, je me rattraperai. Mais tu parlais de leader et de participation. Et nous, c'est un vrai sujet au sein du collectif. Donc on est passé en 3 ans donc c'est un collectif que Vincent m'a proposé de lancer ce collectif au sein du quartier. L'objectif, justement, c'était de recueillir toujours plus la parole des habitants de façon plus périphérique que seulement le petit cercle autrichon très fort, avec des associations très engagées, très militantes. Et du coup, la question, c'est mais comment on fait pour que l'implication citoyenne ne repose pas toujours sur les mêmes? Parce que c'est vrai qu'on a des profils qui sont là depuis le début, qui prennent beaucoup de choses en charge au sein du collectif. Et ça a mis 3 ans pour passer de 5 personnes à 20 personnes. Et encore aujourd'hui, c'est du travail de à chaque fois les faire venir, qu'ils aient envie de se saisir de certains projets. C'est long, en fait. Le temps est très, très long. Mais peut-être que tu as des réponses à apporter là-dessus. Ouais, des réponses, c'est peut-être un peu... En tout cas, j'ai d'autres exemples à partager. Je pense que l'exemple de Rome, il est intéressant pour ça. Parce que, alors peut-être pour vous le décrire, c'est que j'ai pas pris d'image, mais c'est un jardin qui s'étend sur 10 000 mètres carrés. Ouais, il est immense, c'est un très... je vois les têtes. Oui, c'est un grand terrain qui était en friche, donc un peu à l'abandon, qui servait de décharge à ciel ouvert pour les entreprises de BTP, voilà. Et donc, mais c'était un parc, quoi. Ça appartenait à la municipalité. Collectif d'habitants qui décident que ça doit, qu'ils ont envie de revoir ça comme un espace vert qui a une vie. Et donc, qui s'en saisit, qui va le nettoyer de sa propre initiative pour en faire des jardins. Et en fait, il est resté ouvert. C'est-à-dire, la question de la clôture dans les jardins, elle est toujours assez importante sur le rapport à l'espace public et au passage. Et en fait, ce qui fonctionne bien, là, sur l'ouverture sur le quartier, c'est qu'en fait, il est traversant. Donc, il y a des petites parcelles qui sont délimitées avec les petits bambous, là, comme vous devez en avoir dans le jardin aussi. Mais c'est traversant, il y a un espace public commun, bon, ça on peut en parler, au milieu, qui est investi par les gens du quartier qui viennent faire leur anniversaire, qui font pas forcément partie de l'association,
mais qui viennent faire leurs fêtes, pique-niques. Voilà. Donc il y a un espace de vie en plus de juste la culture des légumes et des fruits, en tout cas sur l'espace public. Et l'action de la participation, moi je l'ai posée à plusieurs niveaux. Il y a la participation en fait au sein de l'association, donc comment au sein d'un collectif de gens qui sont bénévoles, investis, c'est pas toujours les mêmes, ou alors comment on enlève à ceux qui veulent toujours aussi, parce que c'est toujours les mêmes qui se plaignent, mais qui aiment bien aussi s'en occuper parfois quand même. Il y a ce petit jeu au rapport de prendre la place en fait. Et un des outils qu'ils avaient mis en place, c'était les travaux communs mensuels. Et bon, là après on peut en discuter, mais ils prenaient un peu la liste des participants et participantes aux travaux communs. Et au bout d'un moment, si les personnes n'étaient pas assez présentes dans ces moments-là, eh ben, il y avait potentiellement questionnement de leur, de leur parcelle qui leur était attribuée. C'est des méthodes, en tout cas, elle était mise en place à Rome, celle-ci. Et donc voilà, et en tout cas, à l'instauration de ces travaux communs, toutes les 2 semaines, tous les mois, etc., ça permet de recréer un moment collectif, et puis évidemment après de se retrouver autour de ce qu'ils ont cuisiné à partir des légumes du jardin. Enfin, voilà, ça crée de la vie assez concrète, on va dire, autour de cet espace en générant des moments collectifs. Après, il y a les liens avec les écoles, mais j'ai vu que vous aussi, vous avez tout ce travail là, parce qu'on passe de la parcelle jusqu'au quartier, donc on voit qu'il y a une belle évolution dans ce sens-là. Donc le lien avec les écoles qui viennent faire des visites pédagogiques sur les ruches, voilà, le jardin pédagogique, etc. Et puis il y a la mise en réseau, et ça c'était peut-être quelque chose que je voulais vous demander aussi, c'est qu'ils se sont mis en réseau avec tous les autres jardins partagés de la ville de Rome pour créer un réseau et devenir un acteur en tant que tel. Le réseau est un acteur qui va revendiquer, nous on ne représente pas juste notre jardin, mais on représente tous ces jardins de Rome, et on a le droit de dire comment on veut utiliser l'espace public. Donc voilà, ils se sont mis en posture active, et j'ai vu que vous utilisez le terme citoyen-acteur, acteur-citoyen, je ne sais plus dans quel ordre. Mais c'était intéressant de remettre cette dimension acteur et pas juste, voilà, un citoyen, c'est quelqu'un qui doit attendre, entre guillemets, que le pouvoir public décide comment doit se faire cet espace public. Donc la mise en réseau, en tout cas à l'échelle de la commune de Rome. La commune de Rome, c'est 1200 km², c'est un territoire très grand, très étalé, et donc ça leur donne voilà, une légitimité pour s'exprimer dans ces espaces et ces institutions. Enfin, en tout cas, ils ont réussi à la créer au fil des ans. Et ils se sont reliés ensuite à d'autres initiatives. Il y a eu toute une démarche au-delà donc, du réseau des potagers urbains en commun, des communs urbains de manière plus globale. Et donc là, il y a une demande de défense des biens communs à Rome, et ils sont connectés à des théâtres occupés, enfin d'autres aspects plus culturels. Et donc réinscrire aussi ces jardins dans une dynamique plus globale de commun, et pas juste... nous, on a besoin de nos petits jardins dans nos quartiers, mais on se connecte à une vision différente de la ville, en fait, et du vivre ensemble. Voilà, ça permet d'un peu de jouer sur ces échelles, en fait. Il y a le quartier, effectivement, qu'il faut refaire vivre, mais le connecter à d'autres... voilà, beaucoup de ces initiatives qui fonctionnent comme ça, et peut-être leur donner un peu de puissance collective. Et du coup, par curiosité... comment finalement on passe de je mets les bains dans la terre et je fais mon petit jardin à je fais de la politique? Qu'est-ce qui opère glissement à un moment donné? Qu'est-ce qui fait qu'on va s'ouvrir justement, tu le disais, à des aspects plus culturels de la ville, ou même qu'on élargit tout simplement l'espace? Alors déjà, mettre les mains dans la terre dans la ville, c'est politique. Voilà. Parce qu'on parlait de la question, enfin, le sous-titre de mon livre, c'est politiser l'écologie ordinaire. Et en fait, c'est aussi montrer qu'il n'y a pas que la représentation, que apparaître dans certains espaces qui est politique, mais bien le faire et la pratique qui sont en soi une proposition concrète et matérielle qui fait politique. En tout cas, c'est tout un pan de la recherche qui définit le politique comme ça. Mais en tout cas, je comprends ta question de effectivement comment on change d'échelle. Et c'est là l'importance du collectif, en fait. C'est que tout le monde n'aura pas forcément cette propension-là. Mais dans un collectif, il y en a qui vont faire juste le jardin, d'autres qui font le jardin et autre chose. Et qui se structurent voilà, en tant qu'acteurs. Donc, je ne sais pas si la question, elle porte sur comment... Qu'est-ce qui s'est passé, tu veux dire, dans leur... C'est comment? Parce que là, tu évoques l'ensemble, effectivement, le collectif, mais du coup, peut-être c'est une réponse. Et la question que je me pose à chaque fois dans tout ce qu'on fait, c'est aussi à quel moment l'individu passe de je fais mon petit truc dans mon coin, je fais mon petit jardin, à bah tiens, ça développe peut-être une certaine idée de la politique, ou je réalise en faisant que je fais politique, tu vois. C'est peut-être ce glissement-là dont je parlais.
Et ben, c'est la forme associative en fait qui distingue aussi des jardins peut-être familiaux où il se passe beaucoup de choses aussi. Hein. C'est pas pour faire une hiérarchisation, mais pour montrer peut-être une différence. Les jardins partagés et ces formes associatives, elles font du collectif puisque de fait il faut adhérer à cette association pour pouvoir cultiver sur cet espace-là. Et donc, ce que j'ai pu observer, et ça dans les deux villes, c'est qu'il y a des personnes qui voulaient cultiver, qui se rendent compte qu'il faut devenir membre de l'association et qui découvrent tout le fonctionnement, ce que c'est une association. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est une association. Et là, d'un coup, les statuts, le CA, il faut faire les assemblées. Et donc, il y en a, ils se politisent par ce processus-là, en fait. Donc, ils sont intéressés d'abord par la culture des légumes. Et après, ils découvrent l'association, ils découvrent ce que ça veut dire. Donc il y a cette forme de politisation que j'ai pu observer. Après, il y en a d'autres, c'était au contraire des militants de toujours qui, peut-être à la retraite, cherchent un autre endroit où mettre leur militantisme et leurs habitudes de politique, en fait, qui le mettent dans cet espace de jardin et qui vont tirer vers un certain modèle. Et là, voilà. Donc en fait, c'est là la lecture sur la sociologie de l'engagement où il y a différents types de profils dans ces jardins. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à d'autres associations, peut-être qui vont être plus spécifiques. Là, elles regroupent des gens qui ont des niveaux de connaissances et d'expérience, surtout en politique, qui est très différente. Et donc, ça permet un peu de... Voilà, ça, je pense que ça répond en partie à ta question. Ça répond complètement à la question. Ok, merci. Vincent, tu veux ajouter quelque chose? Parce que je pose des questions, mais... Ça, vas-y. Et je vais éteindre l'écran parce que ça m'embête, ça va pas tout. Je pense que le faire est très important. Faire des choses, mettre ses mains dans la terre, mais c'est pas facile. C'est des minorités de gens, des savoirs se sont perdus. On n'est plus habitué à faire. On est beaucoup. Mais après, ça se politise quand on arrive à expliquer ce qu'on fait et à en transformer ce qu'on fait en parole. Et c'est cette chose-là qui est à mon avis fondamentale. Donc moi je pense qu'il faut qu'on arrive... cette charte, elle va nous permettre de développer des chantiers participatifs pour inviter tous les habitants à faire des choses ensemble. Donc on le fait déjà avec des fêtes, des machins, du jardin, des chantiers multiples, la bricologie ou des choses comme ça. Donc ça c'est important pour plein de gens qui n'ont pas la parole, qui vont rentrer par d'abord quelque chose de concret. Donc ça, c'est important. Mais après, c'est comment on prend en compte aussi, il y a plein de gens dans le quartier qui ne sont pas dans le jardin, dans rien, et qui ont des problèmes, et qui ont envie de parler de ces problèmes. Et ces problèmes, ce n'est pas les problèmes de jardin, c'est les problèmes d'éducation, de sécurité, de propreté, de voitures incendiées dans telle rue, machin et tout. On le voit sur notre beau groupe WhatsApp là tous les jours. Et du coup, c'est comment nous, on est capable d'organiser dans le quartier une démocratie qui permet l'expression de ces plaintes. À l'ALMA, dans les années 70, ils avaient ouvert un bureau des plaintes et qui reconnaissait la plainte comme premier acte de participation. C'est-à-dire, d'abord on râle, on vient tout seul, et en disant, il y a un problème, il y a un truc... Ou alors on a une proposition, on dit j'ai envie de faire ça et tout ça. Et donc il faut qu'il y ait un dispositif, ce sera peut-être notre mission friche mais qui soit capable d'accueillir les plaintes, les individus qui ont quelque chose, et de les aider à voir comment leur problème, il est plus ou moins collectif. C'est-à-dire, et ton voisin, qu'est-ce qu'il a comme problème? Qu'est-ce qu'il en pense? Il y a aussi un problème de fenêtres qui fuient, de machin et tout. Peut-être qu'on peut se réunir. Et donc, c'est ce travail-là qu'il faut faire pour amener les gens à passer de l'individuel au collectif et de les aider à se constituer avec des pairs, avec des gens qui ont les mêmes soucis, pour construire une parole autonome et collective. Parce que l'accès à la parole, ça prend du temps et on prend plus facilement la parole avec des gens qui ont un peu les mêmes caractéristiques que soi-même et qui sont un peu dans le même... Et on ne peut pas tout de suite dire tac, je te mets, puis tu vas te retrouver dans une réunion avec monsieur le maire, les services techniques, les machins. Et là, et donc c'est comment on sécurise des groupes de gens qui vont passer de l'individuel au collectif. Donc ça, c'est un vrai truc qu'il faut arriver à faire avec notre charte. Et puis ensuite, c'est d'avoir les moyens de répondre. C'est-à-dire de dialoguer avec l'ensemble des services publics qui sont en charge de mettre en œuvre le bien commun dans notre quartier, et c'est-à-dire d'arriver à avoir une vraie coproduction du bien commun avec les gens qui sont payés pour
le faire, les services propreté. Et aujourd'hui, on voit bien, y compris dans notre groupe WhatsApp, que on est face à... Il y a des problèmes qui sont soulevés, mais on ne sait pas trop où il faut s'adresser. T'as qu'à écrire à vivacité. Et on n'a pas de territorialisation des services publics, en fait. Et donc, c'est comment on arrive à faire ce mouvement-là. Peut-être que la charte va nous le permettre pour que tout d'un coup, on ait vraiment des dialogues territorialisés avec les services publics. Donc, moi, c'est ce mouvement-là que je pense qu'on doit arriver à faire. Pour qu'il y ait vraiment du débat. Et alors, dans notre charte, à mon avis, il manque des bouts. Moi, je balance carrément. Il faut essayer de faire la commune du Trichon, la République du Trichon, au sens de penser autrement la démocratie. Aujourd'hui, tout de même, on est sur 30 ans, on n'arrête pas de dire démocratie participative, mais ça fonctionne pas du tout, quoi. C'est des trucs qui sont marginaux. Il y a 15 habitants dedans. Les gens viennent très peu. Enfin, on a eu des développements sociaux des quartiers, les conseils de quartier, les comités de quartier, les conseils citoyens. Et à chaque fois, souvent avec des modes représentatifs, on ne sort pas de la représentation, c'est-à-dire désigner des élus qui vont représenter tout le monde. Et donc, c'est comment on sort de ça. Donc, il y a vraiment à réinventer quelque chose. Et je crois que ce qu'on a réussi à faire à Autrichon, c'est cet espace de négociation avec les institutions. C'est-à-dire que nous, l'UPC, on s'est pris des murs tout de même, parce qu'en fait, il y a deux façons de mobiliser les gens. Tu les mobilises contre. Tu désignes un ennemi et tu dis, il y a une bagarre qui se... Puis des fois, il y a des problèmes qui sont réels, et les gens se mobilisent contre. Mais ça a été des combats. Et on s'est fait... on s'est fait pas mal entasser sur un certain... Bon, je pense à ce qu'on a fait sur le travail. On avait fait des trucs sur le collectif de l'Union, sur la table de quartier du Pile. Et du coup, d'un coup, on s'est dit comment on décale pour trouver un espace de discussion où on peut co-construire vraiment. Et sans non plus dire tout est beau, tout est gentil, mais arriver à faire au moins qu'on s'écoute et qu'on arrive à se parler. Donc je crois qu'on a réussi ça. À ce que maintenant, il faut transformer l'essai, il faut arriver à ce que ça se produise réellement. Et je me permets de compléter, mais c'est vrai que pour saisir un petit peu quels sont les sujets phares dans le quartier, je trouve que le WhatsApp, il a vraiment aidé à identifier, parce que progressivement, on voyait que des sujets revenaient. Mais c'est quoi le WhatsApp ? On a, en fait, ouais, c'est vrai que on n'a pas introduit ça, mais avec le collectif et toute la base de données qu'on peut avoir sur le quartier, parce qu'on relève les numéros de téléphone et les adresses, le nom des gens. À un moment donné, pendant un des collectifs, Richard, qui n'est pas là ce soir, mais qui est très actif et qui est informaticien, nous a dit ce serait bien qu'on fasse un groupe de voisins. Okay. Et donc, il a commencé à rentrer les numéros de téléphone d'un peu tout le monde. On est passé au début on était 20, puis maintenant on est 160 quand même dans le groupe. Et évidemment, comme tout groupe WhatsApp, ça vient un peu tout seul, et puis il se passe plein de choses. Donc il y a des gens qui publient leurs vacances, il y en a qui publient beaucoup leurs problèmes dans le quartier, qui veulent partager des objets. Donc progressivement ont émergé des thématiques. Donc je vous les partage parce que c'est rigolo de le savoir. Donc on a une des thématiques phares, c'est beaucoup le troc, le partage, l'échange d'objets liés au déménagement, aux enfants qui grandissent, etc. On a toutes les préoccupations autour de l'incivilité, l'insécurité qui reviennent beaucoup. Donc ça peut être les dépôts d'ordures sauvages, ça peut être des inquiétudes parce qu'il y a des gens qui essayent de pénétrer dans des voitures ou des choses comme ça. On a tout un sujet, ça c'était amusant, c'est un peu moins en ce moment d'ailleurs, mais autour des problèmes d'électricité ou de réseau ou de tous les fluides en fait de la ville. Voilà, donc tiens, il n'y a plus de lumière, ou tiens, il n'y a plus Internet, est-ce que vous aussi, etc. Donc des préoccupations liées à ça. On a les chats. C'est un énorme sujet, les chats dans le quartier, mais on a vu ces chats, à qui est-il, comment va-t-il, donc on en a fait un groupe chat. Donc ça, c'est assez amusant de le savoir. Et les dernières sollicitations qu'on a eues, c'est pour développer un groupe autour des enfants du quartier, donc pour les solutions de garde, pour les faire partager des jeux ensemble, etc. Et dernièrement, il y a eu la demande de faire du sport ensemble aussi, qui est en train de se développer. Donc il n'y a pas encore de groupe associé, mais ça fait partie des sujets qui sont beaucoup venus. Donc ça, c'est assez amusant. Et ensuite, sur qu'est-ce qui donne la possibilité de faire émerger les projets aussi, je trouve que c'est à la fois l'intelligence des acteurs du Trichon qui ouvrent leur lieu, c'est-à-dire que là aussi, le jardin est ouvert aux gens, et donc ça permet
à beaucoup de classes sociales différentes de s'approprier, de découvrir et de peut-être avoir envie de mettre la main à la pâte aussi. Il y a Baraka qui ouvre ses portes pour permettre des soirées-jeux dernièrement. Voilà, les initiatives du quartier sont les bienvenues, donc ça c'est génial parce que c'est un lieu qui est très approprié pour accueillir du public. Et puis bien sûr le collectif qui permet à tout à chacun de venir prendre l'apéro et de se rencontrer un peu sous couvert de convivialité. On en fait un peu plus en fait. Donc ces espaces sont très forts. Et on a une petite musique d'ambiance qui est super. Et la dernière chose, je trouve que ce qui a été intéressant, c'est de ne pas rester... les premières rencontres que j'ai pu faire avec le collectif, au début, c'était beaucoup les gens qui râlent. Ah, bah, y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et ça, c'est pas que ça commençait à m'ennuyer, mais je trouvais que ça tournait un peu en rond et ça me saoulait un peu. Et donc, c'était de dire comment on transforme les gens qui râlent en des gens qui agissent pour leur quartier. Et ça, je trouve que le processus du design, il a été très utile et il a vraiment aidé. C'est-à-dire, maintenant que vous avez un problème, vous êtes face à ce problème, c'est quoi vos idées de solution ? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ensemble ? Et donc, on discute, et puis progressivement, ça commence à prendre forme. Ça prend du temps, mais ça donne des résultats vraiment intéressants. Donc, et notamment, le Ripper Café a émergé de ça. Il y a eu les incroyables comestibles ont émergé de ça. Au départ, c'était une voisine qui était embêtée par les poubelles dans un coin de rue et qui a dit je vais mettre un bac de fleurs. Et on s'est dit tiens, est-ce qu'on ferait pas ça en commun ? Est-ce que ce serait pas marrant de faire les incroyables comestibles et de mettre carrément des légumes ? Et donc voilà, c'est aussi on renchérit, on essaye de donner un peu de puissance aux idées des habitants, mais ça a bien fonctionné comme ça, je trouve. Voilà ce que je voulais partager. Qu'est-ce que je voulais Ouais, carrément. Ouais, tu veux compléter, Victoria Non, peut-être c'était juste rebondir sur ce que tu avais dit pour le mettre et insister sur cette question de la démocratie qui est en fait dont le conflit est inhérent à son fonctionnement. Et c'est vrai que parfois il y a une tendance à stigmatiser le conflit, les désaccords, mais en fait, moi je suis aussi de cette école que c'est faire vivre le conflit en fait, faire vivre, le gérer pour pas rester évidemment bloqué. Et puis on le voit bien aujourd'hui, de toute façon le conflit il est là et sous toutes ses formes et nourri d'une manière pas très constructive malheureusement à certaines échelles, mais que le nier c'est aussi, c'est passer à côté en tout cas d'enjeux importants, de comment on construit dans la diversité et la conflictualité à certains endroits. Et donc je trouve que ces collectifs c'est intéressant parce que c'est complexe, mais ça permet quand même des choses qui fonctionne, en tout cas qui avance, puisque votre projet, il est là quand même depuis plusieurs années, et il évolue, et il bouge. Donc voilà, il y a du mouvement, en fait. Et je trouve que ça, c'est toujours assez intéressant de le souligner. Pareil, moi, les terrains que j'ai étudiés, ils sont toujours là, après 15 ans, et ils ont subi C'était pas linéaire, c'était pas simple, mais ils sont toujours là. Et donc voilà, c'est intéressant aussi de faire les chronologies. Donc c'est vrai que vous l'avez un petit peu fait aussi, ça permet de mettre en perspective les évolutions des situations. Et enfin, voilà un mot qu'on a un peu mentionné, mais c'est vrai que pour mettre à une autre échelle la question de sortir de râler ou d'être dans la critique permanente et passer à l'action, je me suis aussi appuyée sur cette question des communs, qui est un outil intéressant justement, je trouve, pour réfléchir cette diversité d'enjeux, d'acteurs, de mettre en lien les enjeux écologiques, de participation, de démocratie. Et avoir un horizon sociopolitique inspirant et pas juste un modèle contre lequel se construire. Voilà. C'est du contre au commun, en fait. À vous. Ouais, du coup, si les autres associations qui sont présentes aussi ce soir veulent rajouter quelque chose... Anne-Sophie, Stéphanie, n'hésitez pas. On vous prend au dépourvu. Je vais me permettre. Ouais. Donc Anne-Sophie, là je vais parler au nom de la ferme urbaine du Trichon, puisqu'on sort d'un projet qui s'appelle Humus, qui était un projet européen porté par plusieurs pays sur la question des sols. Mais c'était pas juste la question du sol, c'était plutôt comment en fait les différentes parties prenantes du territoire s'emparent de cette question du sol et comment on met en mouvement en fait les acteurs du quartier autour de la question des sols et de ses fonctionnalités. Et justement j'y pense puisque le 7 octobre auprès de la COP des communs on témoigne en fait du travail et de voir comment en fait justement on s'empare de ce commun qu'est le sol, déjà comment on en a conscience que c'est un commun.
Voilà. Et comment, même quand et c'était intéressant comme travail, car même des acteurs qui étaient vraiment éloignés de la question du sol au sens propre du terme, c'est-à-dire de sa production maraîchère. Voilà, on avait les maraîchers et les paysans qui ont les mains dans la terre, mais il y avait autour de la table aussi le directeur de l'école d'infirmière qui va arriver, et c'était de lui dire, voilà, vous, comment vous vous positionnez pour sanctuariser. On a refait un sol vivant qui rend plein de services, comme la gestion de l'eau, comme îlot de fraîcheur, comme biodiversité, comme production maraîchère. Et comment vous, en tant qu'école d'infirmière, vous vous reliez au sol et vous nous aidez à sanctuariser en fait ce qu'on a reconstitué. Et la question a été posée à Partenaire, bailleur social, donc qui possède le bâtiment à côté. La question a été posée à toutes les associations de se dire que vous ayez ou pas la main dans la terre, vous êtes liés à ce sol et à ses fonctions. Et comment ensemble, en fait, on va le protéger. On va le protéger de risques premiers, un risque de reminéralisation, puisque c'est quand même un terrain qu'on a en convention d'occupation transitoire. Donc aujourd'hui, si un politicien choisit de reconstruire dessus, il peut. Donc comment on le protège ensemble, ça, et comment on l'entretient aussi, et on en fait une question de société, comment on s'approprie la question, et c'est pas juste la MEL qui le porte parce qu'elle est propriétaire du terrain, mais ça nous appartient en fait, parce que c'est nous qui respirons l'air qui est plus propre, parce qu'il y a ce sol qui a été reconstitué, quoi. Donc ça se relie complètement. Et peut-être, voilà. Anne-Sophie, tu peux compléter en abordant la question de la comptabilité écologique, parce que je trouve que ça fait lien avec comment on valorise tout ce travail associatif bénévole, toute cette contribution citoyenne. Tu peux même évoquer la MEL qui disait à un moment donné, est-ce que vous avez fait vos preuves? Est-ce qu'effectivement on peut compter? Est-ce qu'on peut comptabiliser ce que vous avez fait? C'est tout le travers de ce monde qui est complètement... en fait, toutes les décisions se prennent d'un point de vue économique, en fait. Donc il y a plein de bonnes intentions sociales et des grands discours, mais au moment de prendre la décision, c'est un peu l'économie qui tranche. Puisque pendant 3 ans, on a reconstitué la vie du sol, et à la fin, le VP de la MEL nous a sorti, maintenant, vous vous débrouillez, soit vous êtes autonome économiquement, soit on trouve un autre preneur. Je schématise, mais c'était un peu ça, sauf que ça se saurait si on peut vivre du maraîchage, encore moins sur 3000 m², et puis un sol, ça met beaucoup plus de temps pour être vraiment productif que 3 ans. Donc tout l'enjeu du travail avec une super alliée qu'on a à sein de la MEL, Jamila Bentrar, c'était de se dire comment en fait on montre que c'est autre chose que de l'économie monétaire, en fait, ce sol. C'est autre chose que juste vendre des légumes. Et il y a eu un travail avec donc des chercheurs qui portent la comptabilité écologique dans le mouvement CARE, et de se dire, on va, puisque leur outil de décision, c'est le résultat et le bilan, donc ces outils très, très financiers, et on va intégrer une valorisation monétaire. Donc c'est un parti pris, on peut être d'accord ou pas d'accord, parce que ça a beaucoup de biais aussi de monétariser, mais on va monétariser en fait, alors pas les externalités, mais on va monétariser par exemple le fait que ce sol avait été abîmé. Donc ça a demandé des investissements pour le réparer. Donc de la même manière qu'on achète une maison, et là on valorise tout le travail qui a été fait pour reconstituer ce sol, et on l'amortit et on le valorise. Donc on montre que ça a un coût, et que ce coût qui a été créé par une ancienne entreprise, c'est l'association et la MEL qui le porte. On va valoriser aussi toute la matière organique que la ferme doit continuer à apporter pour que la terre soit toujours fertile au fur et à mesure de la production. Mais on va valoriser aussi tous les indicateurs sociaux, c'est-à-dire aujourd'hui le coût du moins le bénévolat qui permet de porter ça. On va valoriser aussi le coût du travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le maraîcher il est payé au SMIC, et que ce n'est pas un salaire digne pour vivre, même dans un quartier où les tarifs sont moins chers. On ne vit pas aujourd'hui correctement avec un SMIC. Donc on a valorisé l'écart entre ce SMIC et un salaire digne, et on l'inclut dans le bilan, et ça devient un argument aujourd'hui auprès de la MEL pour leur dire, voilà,
ça va être un argument pour négocier en fait l'occupation transitoire, la convention d'occupation sur les 10 prochaines années, sans loyer et la mise en gratuité, puisqu'ils voient en fait tous les coûts que nous on porte d'occupation de ce terrain. C'est un peu compliqué comme concept. J'espère que c'est assez clair. Mais c'est extrêmement intéressant. C'est beaucoup en débat, cette comptabilité écologique. On a choisi d'y aller parce que c'est ce qui parle aux institutions. C'est très tangible. Je ne suis pas sûre, dans le fond, aujourd'hui, moi, d'être complètement convaincue du mécanisme. Mais c'est utile. En fait, tant qu'aujourd'hui, les décisions seront prises par ce bilan comptable et ce plan comptable généralisé, et ben, c'est comment on utilise leur langage pour obtenir des choses, en fait. Merci à Sophie, chouette. Est-ce que tu souhaites rebondir, Victoria, avant que j'interroge le public ou pas? Tu me dis. Non, vas-y, c'était parfaitement clair. J'allais dire, donc parmi vous, il y en a quelques-uns qui sont très actifs au sein du quartier, qui s'investissent énormément. Et j'avais envie de vous interroger sur, d'après vous, qu'est-ce qui peut favoriser l'implication des citoyens? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même aussi la grande question, c'est comment on élargit le niveau d'implication à tout le quartier. Comme vous l'avez entendu, c'est un vrai sujet. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous pouvez partager peut-être votre expérience de ce qui vous a donné envie à vous de vous impliquer? Ne soyez pas timide, n'hésitez pas. Oui, Réjeanne. Je ne sais pas si j'ai vraiment fait la réponse, uniquement la réponse à cette question, mais je dirais quand même déjà en un premier temps valoriser ce que les gens font bénévolement. Alors du coup, c'est pas valoriser avec de l'argent, peut-être, enfin quoique, bon, c'est un autre problème. Mais enfin, faut pas l'oublier quand même. Faut pas l'oublier quand même, ce problème financier, c'est qu'il y a des gens qui ont vraiment du mal à vivre et qui peuvent s'investir, mais il y aura la limite financière, dans le sens où il faudra bien trouver de l'argent pour vivre. Bon, même si je ne mets pas ça en avant. Mais je pense que c'est quand même utile de le savoir. Quand je m'étais valorisée au départ, c'est vrai que c'était pas ça m'est venu après. C'était pas ça que je voyais en un premier temps. C'était vraiment valoriser ce que ça apporte, comme là on parlait du comptable, mais que ça apporte, ce que les gens font, c'est important, parce que en même temps, ça dépend de chacun. Mais je pense que chacun, quel que soit son statut, il aime bien que ce qu'il fait, ce soit valorisé. Il suffit pas d'être pauvre pour avoir envie de. Je pense qu'il faut aussi oublier ça, parce que tout le monde, je pense que il a envie que ce qu'il fait soit valorisé. Donc je pense que c'est vraiment ce côté-là qui me paraît important. Et après, en parlant, en me disant, bon, quel avantage, je ne sais pas si c'est quel avantage ça donne, mais il faut donc avoir cette dimension quand même économique aussi, que certains en ont plus besoin que d'autres. Comment j'ai vu ça? Parce que moi, j'ai quand même vu en allant je continue d'aller dans différents centres sociaux. Je vois quand même qu'il y a des activités qui sont quand même plus faciles à avoir du monde que d'autres. C'est pas que les gens repartent avec quelque chose dans la poche, mais quand même. Et ça, il y a déjà un travail qui a été fait par rapport à ça, j'avais lu à ce moment-là. La cuisine, la cuisine, pour certains, c'est important. D'abord, on donne un coup de main, mais quelquefois, on mange en même temps que l'on prépare. Quelquefois, s'il y a des petites choses qui restent, ça peut être partagé. Donc, voilà, je pense que il y a quand même certains qui en ont plus besoin que d'autres, mais même si ça doit être une répartition égalitaire. Enfin bref. Donc je pense que c'est vraiment une valorisation à deux niveaux, parce que c'est important. On ne peut pas être bénévole, faire des choses comme ça sans qu'à aucun moment ça soit reconnu. Alors la reconnaissance, ça peut se faire à l'intérieur de la structure, elle peut être un peu plus importante, mais il faut réfléchir à ça. Merci beaucoup Réjeanne, c'est super important parce que c'est une question qu'on se pose aussi à l'UPC, c'est la question de la gratification. C'est à un moment donné comment on gratifie un investissement de temps. Donc évidemment l'argent, il y a des passerelles toutes douces comme Jérôme qui a été très longtemps au sein des paysans urbains bénévoles et qui aujourd'hui est animateur à mi-temps. Donc voilà, il y a des petites passerelles qui se font comme ça et qui sont naturelles parce qu'il y a de l'investissement important. Et puis après, il y a d'autres choses qu'on explore, nous, avec l'UPC aussi, sur la
gratification, c'est on a partagé un voyage inspirant à Marseille l'année dernière à un tarif très très bas pour pouvoir partir avec des habitants du quartier. Là, en ce moment, je réfléchis à des solutions plus mais qui sont utiles aussi quelquefois, type badge, enfin voilà, qui peuvent apporter une reconnaissance. C'est en cours de fabrication, mais c'est en développement aussi. Et je pense qu'effectivement, c'est important dans la durée de montrer que ce qui est fait est reconnu. Victoria, est-ce que tu souhaites rebondir là-dessus? Parce que c'est vrai que c'est une super question sur, tu sais, la gratification, la reconnaissance de l'investissement dans la participation citoyenne. Oui, alors c'est vrai dans le titre, il y avait aussi plutôt en quartier populaire, et moi, je n'ai pas précisé non plus mes terrains, ils n'étaient pas spécialement en quartier populaire. Bon, déjà, à Strasbourg, c'était pas en tout cas classé, je ne sais pas ici si vous êtes en QPV, si, voilà, et donc là, ce n'était pas le cas. Et Rome, il n'y a pas ces dispositifs-là, donc c'est d'autres manières encore d'appréhender les quartiers. C'était résidentiel et c'était assez mélangé. Il y avait genre 300 participants et des profils diversifiés sur les profils socio-économiques. Mais c'est vrai que la question des inégalités, elle est très très importante. Et notamment, mais là, bon, c'est pas le cœur de mes travaux, mais je me réfère à Jean-Baptiste Combi, sur la dépossession de la question écologique par les classes populaires qui ont été dépossédées de cette question-là par les politiques publiques, en fait, qui s'adressent à des classes moyennes sup. Et que c'est important, justement, et là, ça reconnecte à cette question du faire, de prendre l'espace, en fait. Pas seulement attendre non plus l'espace qu'on daigne donner politiquement, mais bien s'en ressaisir de manière concrète. Et on voit bien qu'en réalité, c'est un enjeu écologique et que c'est pas qu'il n'est pas saisi par les classes populaires, c'est qu'il n'est pas visibilisé et pas mis en avant. Hein. Donc, c'est des questions, voilà. Donc, c'était surtout à ça que ça m'a fait penser. Et non, bah écoute, je laisse la parole, Vincent. Non, moi, je voulais dérouler le fil de la valorisation et dire comment, parce que c'est fondamental, effectivement, comment tu reçois une gratification, et notamment au niveau de la parole et de la politique, et du savoir politique. Et du coup, moi, je pense que notre organe, notre charte et notre machin, ça marchera si le pouvoir investit aussi ces lieux-là, et que si les gens peuvent parler à quelqu'un qui a du pouvoir et qui peut décider et faire bouger les choses. Alors ça peut être des élus, mais ça peut être aussi les services publics, de voir vraiment les gens en face et de pouvoir dialoguer avec eux. Et c'est ça, on a de la difficulté, nous, quand on n'est que des associatifs à convoquer les gens, tout ça, bon ouais, mais enfin, ça sert à quoi ton UPC? C'est gentil des discussions, mais c'est pas toi qui as le pouvoir. Donc comment on fait descendre le pouvoir dans le quartier? Ça, c'est un truc qui, à mon avis, permet que les gens disent ma parole va être valorisée parce que je discute avec quelqu'un qui a du pouvoir. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, d'autant plus dans les quartiers populaires. Moi, je pense que la question du conflit, par exemple, qui est souvent dit, ouais, il faut le conflit et tout ça, en fait, les gens n'aiment pas le conflit dans les quartiers populaires. C'est difficile, nous, on est un peu sur la défense des locataires, un mal fou, parce que les gens se constituent et disent je vais aller embêter mon propriétaire par rapport à ma situation, même si ma situation est catastrophique. Et du coup, parce que les gens ont plein de problèmes, bon, les gilets jaunes, il n'y en a pas eu dans les quartiers populaires, ou peu. C'était des gens de périphérie. Donc, les gens ont déjà pris des coups dans la figure et ils n'ont pas envie d'aller au front. Et les gens étaient très sympathisants des gilets jaunes, mais ils ne se voyaient pas eux-mêmes gilets jaunes. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et du coup, moi, je préfère parler de contradiction, en fait, et de dire comment on rend le conflit, comment on pacifie le conflit, en fait. Et alors, parce qu'effectivement, il y a la non-reconnaissance des contradictions. C'est-à-dire, dans tous les dispositifs de concertation qu'on a vécu, à chaque fois, c'est la mairie qui arrive avec son truc. Et s'il y en a un qui commence à râler dans la salle en disant ouais, « je suis pas d'accord », on lui dit « monsieur, vous êtes un râleur ». Et voilà, et nous, on essaie de faire quelque chose, et ce qu'on fait, c'est bien, et puis voilà. Et donc, c'est comment nous, on a une formule à l'UPC, c'est débattre sans se battre. Comment on crée l'espace de discussion, de confiance, pour que les gens puissent amener leurs désaccords. Ce qui n'est pas évident. En général, on va dire, moi, j'ose pas avancer mon truc, je suis pas d'accord, mais j'ose pas le dire. Donc, il y a une confiance suffisante pour qu'on puisse exprimer son désaccord sans quitter la table, sans dire, on n'est pas d'accord, mais on va continuer à discuter ensemble.
et on va essayer de trouver un accord, un compromis, là aussi, par rapport à des postures de... moi, c'est comme ça, jamais je ne ferai un compromis de pureté idéologique très forte en France. Et donc, c'est comment on arrive à faire ce truc-là. Et à mon avis, c'est ce qu'on doit réussir avec cette charte, bon, qui est un petit début, mais de créer ces espaces de vraie discussion, quoi. Ouais. Et du coup, parce que j'ai bien fait mon travail, je me permets, j'avais lu la charte, mais aussi des résultats du Conseil citoyen, des conseils citoyens qui formulaient très bien en fait cette critique de la démocratie, autant représentative que participative d'ailleurs, qui est très limitée finalement dans ces dispositifs et qui n'a de participatif que le nom, quoi, puisque effectivement c'est pas organisé ce débat alors de la contradiction, si tu préfères, au conflit. Et donc les demandes sont très claires, quoi, et posées et identifiées. Et donc on voit que le travail est là, la demande est claire. Et donc ce qui manque, c'est effectivement un peu le suivi de la part des institutions à certains endroits. Mais en tout cas, c'est important que là, ça émerge de la base et que vous arriviez à faire ça. Et ça m'a rappelé, juste comme il y a les municipales qui arrivent, qu'à Rome, dans le jardin partagé Tre Fontane, il s'appelle du coup, ils avaient organisé ils avaient invité tous les candidats dans le jardin pour un débat et pour faire passer leurs idées au sein du jardin. Donc ils avaient animé cet après-midi avec les différents candidats qui étaient venus dans cet endroit-là, questionner, bon, probablement sur les questions de transition écologique, mais pas que, tous les enjeux du quartier. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez vocation à faire ce genre de choses, mais c'est des idées. On a fait des débats avec les candidats. C'est vrai. Bon, c'est un exercice. C'est pas convaincant. Pour compléter, pour raconter quelque chose de très factuel, mais qui rebondit un petit peu sur ce sujet, pour pouvoir faire les incroyables comestibles, on a demandé de l'aide à la mairie des quartiers ouest de Roubaix tout d'abord, qui nous a dit on peut rien pour vous, mais du coup vous pouvez faire une demande de subvention FTU, Fonds Travaux Urbains. Okay. Donc c'était très laborieux, hein. On a refait à 5 reprises le document parce qu'on rentrait jamais bien dans les clous, et puis c'était que sur des frais de dépenses et pas des frais de fonctionnement, donc pas sur l'animation, etc. Donc on a dû revisiter plusieurs fois ce dossier. On a obtenu un peu d'argent, mais pas autant que ce qu'on aurait voulu. Et on arrive à la fin de ce projet. Donc c'est là qu'on voit à quel point il y a un manque de porosité aussi avec les services publics et à quel point c'est regrettable. Donc les quartiers ouest de la ville me disent on est ravis, on voit que vos bacs ont bien fonctionné. Donc ça, c'était le lundi. Vos bacs ont bien fonctionné, c'est super, le bilan est très positif. On aimerait beaucoup que vous étendiez le projet l'année prochaine parce que ça correspond aussi à nos politiques urbaines de verdissement des quartiers. Donc voilà. Et le mercredi, je crois, les bacs sont retirés par les services de la ville. Et c'est là qu'on voit, et ça m'a vraiment touchée, que les citoyens qui ont participé au projet, c'est une citoyenne qui a remarqué que des camions enlevaient son bac, et elle a envoyé un message sur le WhatsApp en disant « Que se passe-t-il ? On est en train de retirer mon bac !» Et donc là, branle-bas de combat de tous les voisins en mode « Ah, le mien aussi a disparu, que se passe-t-il ? Pourquoi on enlève nos bacs ?» Et donc immédiatement, j'appelle la mairie qui me dit « Ah bon, on a retiré vos bacs ? Mais comment ça ? Mais pourquoi ? Mais pas du tout. » Et donc je dis « Si, regardez les photos, c'est parti, quoi. » Et c'était une erreur du service espace vert de la ville à qui on avait dit tous les bacs non soignés, tu les retires. Et donc sur une initiative un peu personnelle, tous les bacs ont été retirés et ont été remis à mauvaise place. Sauf qu'effectivement, les habitants s'étaient attachés à leur bac. Donc voilà, c'est un délire de voir à quel point il y a un manque de communication et c'est triste aussi quelque part parce que ça vient et ça donne aux habitants quelquefois l'impression que d'une part, c'est les mots qui ont été dits sur le groupe, mais qu'est-ce qu'on fait de notre argent public, qu'est-ce qu'on fait de nos impôts, et puis comment ça se fait qu'on prend pas en considération tout notre travail dans ces bacs, comme si ça valait rien en fait. Donc sur la notion de la reconnaissance et de la gratification. Voilà. Est-ce que Denise? Oui, sur l'évolution du WhatsApp, moi ce que j'ai constaté, c'est que au fil du temps, il y a une personne commençait à mettre des photos de voitures qui sont sur la rue complètement déglinguées, ou alors des tas d'ordures, etc. Donc il y a eu de la surenchère, tout le monde a mis ses photos, tout le monde en a parlé, et actuellement, j'ai l'impression que
l'aspect de revendication collective prend forme. Donc, sur les prochaines réunions, je pense on parlera bien évidemment des problèmes des habitants. Alors, ce que je voudrais rajouter à tout ce qui s'est dit, c'est que la revendication collective telle qu'on l'avait à l'ALMA il y a X années permet, ce que je voudrais rajouter surtout, c'est que ce collectif doit avoir du résultat. Si on se met ensemble pour revendiquer, pour voir la mairie, etc., ou les institutions diverses et variées, je pense que les personnes du WhatsApp le feront collectivement parce qu'ils espèrent quand même une résolution des problèmes et ils s'attendent quand même à des résultats. Là, pour l'instant, chacun y mettait sa petite phrase et j'ai l'impression que justement, les prochaines réunions vont demander de se voir pour comment obtenir des résultats. Oui, je veux revenir effectivement sur cette mobilisation des habitants. J'ai quelques expériences, notamment au PIL, par rapport à la politique de la ville sur les réhabilitations de quartiers. C'est assez sympa, des fois, c'est de voir des technocrates de la politique de la ville. C'était au PIL, je me souviens, une réunion dite de concertation, où un des techniciens dit vous avez vraiment un quartier dégueulasse, soyez contents, on va venir vous le rendre beau. Et globalement, dans ces réunions de concertation, je reviens un peu sur le groupe WhatsApp, en fait, les gens qui s'expriment, parce qu'ils n'appréhendent pas des grandes politiques de la ville, bien souvent, c'est les crottes de chiens, les machins, les chats, c'est parce que c'est des choses qui les préoccupent. Et ça, en général, c'est balayé par les technocrates, parce qu'eux, ils sont là, ouais, bon, on va tout de même passer la politique de la ville sur les chiens, les voitures qui passent pas, les dégradations. Alors qu'en fait, c'est une première appropriation des habitants. Et c'est cette espèce de gouffre qu'il y a entre les techniciens qui arrivent en disant, ouais, ben là, c'est vraiment, on va leur faire des... Puis après, on leur demande, oui, alors les roses, c'est plutôt des roses jaunes ou des roses vertes qu'on va mettre, à ce niveau-là. On a l'impression de concerter. Et c'est donc, je reviens sur la question de valorisation, donc l'espèce aussi de l'expertise de l'usager. Enfin, technicien, j'en suis un, j'ai été. Cet exercice de l'usager, en gros, ça nous emmerde parce que ça va perturber tout un cheminement. On a des financements, ça va faire telle date, tel truc, il faut respecter tels éléments. Et ça, cette valorisation, on perd de l'engineering social. Vraiment de l'engineering social, des gens qui effectivement, on gagnerait du temps. Alors ça prendrait peut-être un peu plus de temps, mais dans la finalité, ce serait peut-être des choses plus durables. Moi, les quartiers qu'on est en train de démolir maintenant, c'est des quartiers qu'on les a fait il n'y a même pas 50 ans, quoi. Et on les démolit. Alors, c'était super bien. Alors que, globalement, les gens vivaient dans ces quartiers. On déménage des gens qui ont une expertise. Donc, c'est ce côté de politisation, c'est un peu la question que je voulais poser. À un moment, vous avez dit, les habitants, oui, ils sont... Et puis alors, l'association, la structure de l'association les a amenés à rentrer dans une structure de comment on va gérer un pouvoir à travers un statut associatif. Et je reviens aussi sur la valorisation du travail des associations, qui eux-mêmes sont en capacité de valoriser le travail des adhérents. Et ça, c'est pas du tout pris en compte. En fait, je pense qu'il y a une valeur ajoutée là complètement énorme quand on parle de grands déficits ou des choses comme ça. C'est des choses qui sont gratuites, mais qui permettraient d'avoir du développement dit durable. Alors, je pourrais reposer la question par rapport aux études que vous avez faites sur Rome. Là, vous avez dit, les habitants se sont structurés à travers une association. Et nous, on se pose un peu la question, oui, si on les rentre dans les associations, après c'est un carcan, il faut avoir des administrateurs, il faut constituer un CA, monter un bureau. C'est aussi, entre guillemets, un peu une contrainte où les gens sont un peu, parfois, pas le temps de se consacrer à ça. Donc voilà, je ne sais pas si ma question est précise, mais bon,
Bah, c'est une réflexion, effectivement, et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais l'association, ce n'était pas un choix des habitants, qui, eux, s'étaient formés en collectif informel de part et d'autre, d'ailleurs, ça c'est intéressant. L'association, elle est demandée par l'institution. Donc en fait, peut-être c'est pas assez juste ce que je dis, c'est-à-dire que c'est peut-être le passage en collectif qui politise la forme de l'association, comme c'est une des formes d'un collectif, une association. C'est une parmi d'autres, très institutionnelle. C'est une injonction des pouvoirs publics pour savoir, parce que là, ça rentre dans leur logiciel, comme vous dites. Genre, on sait ce que c'est une association, il y a des responsables, il y a un statut juridique. Et donc, ça permet d'interagir avec quelque chose qu'on connaît, quoi, enfin, que l'institution connaît. Et donc, les habitantes s'adaptent et font ça. Et c'est là où il y a une différence, c'est que là, ils le font parce qu'ils sont des profils quand même plutôt classe moyenne, avec le capital social, culturel qui leur permet de rapidement savoir se saisir de comment on rédige des statuts d'une association, parce que c'est pas accessible à tout le monde si on n'en a jamais fait, etc. Donc c'est pour ça que c'est un type de profil. Et qu'en revanche, alors c'était pas mes terrains, mais à Strasbourg quand même, c'est une ville pas très grande, donc forcément j'ai rencontré d'autres initiatives. Les jardins partagés qui étaient en QPV, souvent il y avait un acteur intermédiaire entre la ville et les habitants pour les accompagner. Donc en fait, cette espèce d'injonction à l'autonomie, en fait, il faut bien faire, c'est faire ça, c'est faire une association et la gérer de cette manière-là. Et donc là, il y a un peu un acteur intermédiaire qui vient accompagner les habitants-habitantes, alors que les classes moyennes, il n'y a pas cet intermédiaire-là. Donc ça, sur cette question de l'autonomie, voilà, j'avais pas poussé dans mon travail de thèse sur cette notion-là, mais voir l'autonomie qui est interprétée de manière différente, comme une injonction dans un espace et comme une chose valorisée qui est déjà là dans un autre, c'était assez intéressant de voir voilà, comment ça se structurait. Et je ne sais pas si je me suis un peu écartée, mais ça répond un peu à cet enjeu-là. Voilà. Bah, du coup, j'ai juste une question par rapport à ce que tu viens de dire. C'est est-ce que dans ton livre, tu émets des suppositions sur justement le bon développement d'une démocratie participative dans laquelle les citoyens s'impliquent? Parce que là, ce que j'entends à travers ce que tu dis, c'est est-ce qu'à terme, on ne pourrait pas imaginer que finalement des moyens sont alloués sans contrepartie aux habitants pour pouvoir faire émerger des projets personnels. J'imagine que tout cela est fait, bien entendu, pour pouvoir rendre des comptes et prouver que l'argent public est bien dépensé, etc. etc. Donc c'est de la vérification, peut-être même vérifier que les sous obtiennent résultat, etc. etc. Ce qu'on doit faire à travers le bilan quand on a une subvention. Qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu émets des suggestions dans ton livre sur la suite ? Alors, il y a beaucoup de choses dans cette question, j'ai l'impression. Mais après, cet argent public, encore une fois, ça, c'est une grosse différence entre la France et l'Italie. Il n'y a pas d'argent public, en fait. Sur cette question de la gratuité, eux, ils font ça sur leur temps libre, voire ils investissent eux-mêmes, pour nettoyer cet espace-là. Ils ont dépensé des sommes inouïes. Donc, il y a même des chercheurs qui travaillent là-dessus, qui appellent ça plutôt une gestion de l'espace public à bas coût qui se repose sur les citoyens et les structures habitantes. Hein. Donc, c'est des dépenses aussi en moins à certains endroits, ces types d'occupation de l'espace public. Et donc, ça, c'est un peu ce que je pense tu disais sur la comptabilité alternative, écologique, qui permet justement de mettre en valeur toutes ces zones d'ombre qui ne sont pas visibilisées. Et j'ai perdu le fil. Et donc, alors là, c'est un peu le fond de la question finalement. C'est comment on laisse des espaces et qu'on n'est pas juste en posture d'usager ou bénéficiaire d'un service public, mais comment on se réapproprie ce pouvoir d'agir. Comment on prend part, on fait part, et c'est ça faire société en fait. Et après, là, ça va être des questions politiques. C'est que, là, c'est le fond de ma pensée et qui décale peut-être un petit peu de la posture de chercheuse vers militante. C'est que moi, je suis convaincue que l'État tel qu'il est structuré aujourd'hui n'est pas forcément une fin en soi et que, à partir de la base du faire et des formes de communes, comme tu as dit, Vincent, ça me semble aussi plus logique et plus ancré et qui a plus de sens d'une manière écologique et démocratique face à tout ce qu'on traverse que de penser encore en institutions méta, globale, qui soi-disant se préoccupe de l'intérêt général. Quel intérêt général? Voilà. Bon, mais après, on peut partir pour la soirée, quoi. Je crois que c'est important, le pouvoir de médiation, en fait, qui aujourd'hui, on dit les médias, mais c'est devenu des trucs privés. Mais
Ce qui manque dans les quartiers, pour que les gens se parlent, c'est des médiateurs qui reformulent, qui redisent, qui permettent aux gens de se comprendre. Et donc pour moi, c'est la mission Friche, quelque part, le début. Et d'avoir une équipe comme ça qui est capable à la fois avec les agents de service public, d'ailleurs d'un côté, et à la fois avec la population. Et donc on arrive à faire ces outils-là techniques qui vont organiser la discussion et qui vont tout le temps vérifier que chacun peut prendre la parole et exprimer son point de vue. Et la deuxième chose que je voulais dire, il faut qu'on fasse attention aussi à la loupe WhatsApp. Là. Et on a l'impression que ça y est, d'abord, souvent les gens qui font WhatsApp, d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup qui sont dans la salle, ils font un petit message et tu les vois jamais dans aucune réunion, et c'est pas forcément un acte très engageant de faire un espèce de commentaire sur WhatsApp. Et après, je pense que aussi le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'on a intériorisé qu'on pouvait intervenir que sur les crottes de chat et sur les voitures et les machins, parce que les autres sujets de notre vie, on pense que c'est même pas la peine d'en parler. Alors que ça devrait... c'est qu'une petite minorité qui s'intéresse aux trottoirs et aux espaces verts. Parce que les gens, leur problème, c'est pas le jardin du Trichon ou le machin, ils ont des problèmes de boulot, ils ont des problèmes de pognon, ils ont des problèmes d'éducation des enfants, ils ont des problèmes de santé qui les touchent, tu vois. Et ça, comment t'en parles et qu'on convoque pas que les gens sur des questions d'aménagement. En fait, en général, toutes les opérations de concertation, ça a toujours été des projets d'urbanisme. Après, les autres politiques, parce que c'est plus facile l'urbanisme, parce que tu as un mur, tu as un machin, tu peux faire des dessins et tout le bazar. Mais dès que tu es sur comment tu parles d'éducation collectivement, comment tu parles d'emploi collectivement, ça c'est beaucoup plus compliqué. Il faut beaucoup plus d'ingénierie, il faut arriver à faire... Parce que, par exemple, sur l'emploi, aujourd'hui, c'est la libre entreprise. C'est-à-dire que tout le monde fait ce qu'il veut, comme il veut. Je veux créer ma boîte, donne-moi des locaux, et puis voilà. Alors qu'il faudrait qu'on ait une discussion de territoriale, de dire qu'est-ce qu'on a besoin comme activité sur notre territoire. C'est un petit peu ce qu'a engagé Territoire Zéro Chômeur, théoriquement. Mais c'est un moment où on commence à discuter collectivement de qu'est-ce qu'on a besoin comme activité et qu'est-ce qu'on veut rémunérer comme activité. Et ces discussions-là, ça n'existe nulle part. Et du coup, moi, je crois que l'enjeu de l'utopie de notre charte, là, ce serait d'arriver vraiment à ce que les gens viennent en disant je peux parler de ma vie et pas simplement de trucs périphériques. Étendre leur territoire politique, quoi. De la crotte de chien à une politique de la crotte de chien. Oui. Si je parle moins du Trichon que de considération générale, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais, parce que tout ce que vous avez dit est tout à fait passionnant et moi j'y adhère beaucoup. Rapidement, c'est que j'ai habité 3 ans à Roubaix dans les années 70 et après j'en suis parti, je suis revenu il y a 12 ans. Et dès qu'il y a eu la proposition de participer au Conseil citoyen, je me suis inscrit parce que ça m'intéresse. Au bout de 2 ans et demi, j'en ai démissionné. Parce que comme le dit Vincent, la démocratie participative à Roubaix, c'est une façade, c'est purement cosmétique. Et on nous menait en bateau et les conseils citoyens ont été réduits à rien du tout. Et il n'y a jamais eu de réélection et de trucs. Ça a été une escroquerie, je pense. Alors, par ailleurs, quand je suis arrivé à Roubaix, au bout de 3-4 ans, on m'a proposé d'entrer dans un collectif qui était sur Roubaix Sud. Ce n'est pas le Pile ou des quartiers aussi difficiles, mais quand même, il y a quand même des questions. J'ai adhéré à ce collectif, mais évidemment, c'est une association, ce n'est pas un collectif. On a réussi à se faire entendre à différents niveaux, avec des rendez-vous, le maire, les adjoints concernés. Et puis sont arrivés quelques gros problèmes de perspective d'aménagement, où effectivement, comme vous le disiez très bien, on est obligé de changer d'échelle, parce que aussi bien pour les personnes que pour les espaces, on passe de l'individu à l'association, au groupe, et puis à la ville, comment le quartier après s'intègre à la ville. Et je dirais, pour le cas qui nous concerne et qui nous concerne dans la métropole, dans la communauté urbaine, parce que j'habite à 50 mètres de la commune de M, mais les deux communes n'ont pas beaucoup d'atomes crochus, même si elles sont obligées de faire avec, parce que Roubaix maintenant est dans l'opposition à la MEL, alors que le vice-président
chargé de l'aménagement et de l'urbanisme et le maire de M. Donc, il y a eu beaucoup de difficultés à faire passer un certain nombre de choses. Notre collectif s'est coupé en deux parce qu'il y en a qui voulaient pas faire de vagues. Il faut pas se faire mal voir de la mairie. Il y a beaucoup de gens qui sont effrayés pour ça. Et ça, parce qu'il faut pas faire de politique. Mais je leur avais dit, mais vous avez créé un collectif avant que j'y sois. C'est déjà un acte politique, ça. Donc, tant qu'on y est, on fait de la politique, mais pas au sens politicien. Bon. Alors, ça n'a pas plu, ils sont partis. On a fait notre collectif, à cheval sur Roubaix et Eppe, avec des résultats très mitigés, où on découvre effectivement que les grands mots de démocratie participative sont surtout une façade, que l'AMEL, tire les ficelles des élus dans beaucoup de cas, et les élus sont tout contents de dire après, ah non, c'est pas nous, c'est l'AMEL. Bon. Et l'AMEL, en plus, contrairement à ce qu'elle pense, je reprends ce que vous avez dit sur la compétence des gens du quartier, l'AMEL, elle a fait des erreurs grossières dans l'analyse de situation. On considère des heures de pointe à 7 heures du matin, pour dire qu'à 7 heures du matin, il n'y a personne qui tourne dans telle rue, on va supprimer le tourne à droite. Mais à 7 heures du matin, il n'y a rien qui fonctionne dans le quartier. Tout est fermé, il n'y a pas d'école, pas de magasin, pas de service, les gens ne sont pas encore au boulot, etc. Et quand notre collectif refait le comptage 1 heure après, à 8 heures, on arrive à un trafic 4 à 5 fois plus supérieur. Alors on nous dit, ah vous croyez, vous vous êtes pas trompé, non? Ben non, mais on vit dans le quartier, on le voit, on le vit tous les jours. Mais eux, ils passent à 7 heures du matin, et ils considèrent que ça va. Ou des heures de pointe à 6 heures du soir et aussi à 9 heures du matin, qui négligent complètement les heures de pointe d'entrée et de sortie des écoles, c'est-à-dire 4 fois par jour, à 8h30, à 11h30, à 1h30, à 4h30. C'est la cohue complète dans le quartier. Mais non, quand ils viennent à 17h, c'est fini. Donc tout va bien. Hein. Bon. Donc on peut apporter quelque chose, mais je pense que c'est très difficile que ça soit sérieux, et je me demande, sérieux entre guillemets, et je me demande toujours pourquoi les élus, ou peut-être les techniciens, les élus passent, les techniciens restent, hein. C'est comme les cabinets ministériels, mais pourquoi la philosophie de l'aménagement en France, ce n'est pas consulter d'abord les usagers qui vivent le quartier et qui sont des experts de leur quartier, mais d'arriver avec des trucs parachutés et dire on vient se concerter, c'est-à-dire qu'en fait on vous demande de dire oui. Hein. Et comme vous dites, quand on commence à râler, ben non, on est le râleur. Et puis tais-toi, tu vas nous faire mal voir. Mais je dis, mais on est là pour ça. Hein. Bon, de toute façon. Et donc, au bout du compte, moi, je crois que, et pour moi, c'est une des raisons de l'abstention record dont Roubaix témoigne, les gens sont écœurés. Les gens sont écœurés, ils ne sont pas écoutés, ils ont des bonnes idées. On veut mettre en place un réseau de pistes cyclables très performant sur Roubaix, bien sûr. Et donc, dans notre quartier, grande avenue, de Lori pour ne pas la nommer, hein, qui fait presque 2 km de long, eh bien, le but, c'était de faire des pistes cyclables qui aient le moins d'interruptions possible. Et donc, priorité toujours aux cyclistes. Alors, on va faire des sens interdits. Et nous, on a proposé, pour un grand carrefour, qui est le plus grand carrefour de l'avenue, on a proposé d'aménager un rond-point sans feu. Sans feu. C'est-à-dire que les voitures n'ont qu'à respecter le code de la route, priorité à ceux qui sont le rond-point, que ce soit les piétons, les cyclistes. Bon, on nous a dit, oh non, c'est pas possible. D'abord, ça va coûter cher, c'est vrai, mais il faut savoir ce qu'on veut. Quand la métropole lilloise dit qu'elle veut développer la lutte contre le bruit et les déplacements doux. Et puis après, l'argument massu, ça a été, mais votre projet, c'est pas moderne. Et si vous regardez dans la presse, par contre, vous voyez que depuis notre deuxième collectif, on l'a créé début 2021. Mais depuis l'an dernier, dans la presse, on voit que la MEL commence à adopter des ronds-points hollandais. C'est quoi un rond-point hollandais? C'est un rond-point sans feu. Et nous, ce qu'on a proposé, c'est pas moderne. Bon, je m'arrête là, mais c'est pour dire toutes les contradictions qu'il y a partout. Et franchement, les gens ne sont pas poussés à s'engager. Ah, Delphine.
Je voudrais vous poser la question des médiateurs. Vous avez dit que dans l'expérimentation que vous avez suivie à Strasbourg, c'était des quartiers peut-être plus difficiles et qu'il y avait eu des médiateurs. Est-ce que vous pouvez expliquer qui sont ces médiateurs ? Alors justement, c'était la partie que j'ai pas spécifiquement étudiée, mais dont forcément j'ai eu connaissance, parce que comme j'ai fait vraiment une ethnographie temps long, donc j'ai été membre des jardins pendant 1 an à Rome et 1 an à Strasbourg, donc juste dans un jardin, mais forcément j'ai dû un peu qualifier le reste du territoire. Donc je peux quand même répondre dans cette mesure-là, c'est que médiateur, c'était soit sous forme d'association, mais qui est un peu bureau d'études, bureau de conseil. À Strasbourg, en fait, ils délèguent une partie de mission publique, en fait, par marché, à un bureau qui s'appelle Éco-Conseil et qui est en charge de l'animation des réseaux d'agriculture urbaine, en fait, sur le territoire. Et après, il y avait une autre association qui était plus animation culturelle et pareil, qui venait faire de l'animation dans les quartiers QPV. C'était Haute-Pierre, en l'occurrence, à Strasbourg, pour celles et ceux qui connaissent. Et donc voilà, donc il y avait cette dimension de médiation, et là où c'était, et non seulement ils vont dans le quartier pour animer, mais dans les réunions des initiatives d'agriculture urbaine et de jardins partagés, j'allais dire l'AMEL, mais non, à l'Eurométropole de Strasbourg, à l'EMS, où là c'était des représentants des jardins qui venaient parler et assister à ce conseil-là. Et ben pour ces quartiers-là, c'était pas des habitantes, c'était l'association intermédiaire en fait, qui vient faire de l'animation dans le quartier, mais qui n'est pas sur le quartier, sur le territoire, et qui ne représente pas son jardin directement. Donc ça m'avait frappé dans ce moment d'observation-là, de voir que certains quartiers il y a une petite couche de représentation en plus, quoi. En tout cas, c'était révélateur de certaines choses et de certaines inégalités socio-spatiales, quoi. Et pour préciser, ces médiateurs, voilà, c'était initiés par la ville. C'est ça ? C'était des médiateurs qui étaient envoyés par la ville, d'une certaine façon. En fait, ils sont sur du subvention et marché public. Ouais, donc, eux, ils essayaient de s'en distinguer. Et c'est des gens, quand on les rencontre individuellement, qui sont pris toujours pareil dans ces contradictions de bonne volonté, de vouloir bien faire. Donc, c'est pas la question, en fait. Eux, ils sont pas forcément dans une dynamique de contrôle, pas consciemment, volontairement, mais ils se retrouvent quand même dans cette posture-là où ils représentent l'institution. Et où de fait, voilà. Alors ça ne veut pas dire que tout est enfin encore une fois, c'est pas du tout pour décrire un tableau complètement binaire, mais ça entre dans ces complexités. En tout cas, effectivement, quand on met des acteurs intermédiaires de ce type-là, qui en plus sont payés par l'institution pour agir sur le territoire. Parce que je posais la question parce que quand je parle à mes enfants, j'ai dit je vais écouter une conférence et c'est le Trichon, quartier populaire, et ils m'arrêtent, ils disent quoi, populaire ? Ils n'ont pas l'impression que c'est un quartier si populaire que ça, et de fait, il n'y a qu'à voir toutes les personnes qui animent. Moi, je crois qu'il y a un vrai mélange de classes sociales avec des gens qui ont de très très hautes compétences ou de très très hauts capitaux culturels, politiques, même financiers, de toutes sortes, et qu'ils ont peut-être un peu justement ce rôle de médiateur dans le quartier, même s'ils font pas tout du tout, mais voilà, ça me semble difficile. C'est une question que je voulais poser à tout le monde ici. Est-ce que vraiment on définit le Trichon comme un quartier populaire, dans la mesure où peut-être un signe, ce serait qu'il n'a pas besoin de cette médiation puisqu'elle peut s'auto-former. Il est reconnu quartier populaire à partir de critères de l'INSEE, de population et de pauvreté, de machin, de tout. Après, il faut changer notre regard des quartiers populaires. On a une vision de quartiers populaires très négative, qui est les médias, les machins, c'est que des quartiers où voilà, c'est des cassos, c'est des gens qui foutent le feu partout, donc on est imprégné de ça, alors que les quartiers populaires sont beaucoup plus variés, qu'on veut bien le dire. Dans un quartier populaire, tu as un taux de chômage peut-être de 40%, ça veut dire qu'il y a 60% des gens qui ont un boulot. Ça veut dire qu'il y a aussi plein de petites classes moyennes qui sont dans un quartier populaire, même dans tous les quartiers. Et donc c'est aussi comment on réhabilite la culture populaire et de dire habiter un territoire où il y a un mélange social, mais qui est populaire, avec et que
enfin, un des boulots, moi, avec notre histoire d'entraide, c'est de promouvoir une culture populaire, de réhabiliter une culture populaire qui a été complètement dévalorisée en disant, en fait, les pauvres, en fait, ils sont pauvres, et puis ils rêvent tous d'avoir une grosse bagnole et de devenir riches. Et en fait, de dire non, il y a aussi des cultures qui existent dans les quartiers où les gens sont dans une forme de sobriété heureuse. Ils se démerdent, ils sont avec, et ils n'ont pas envie forcément d'avoir plus. On voit bien les résistances aux rénovations urbaines, où les gens disent, voilà, moi j'ai ma vie sociale ici, j'ai construit ma vie ici, et les réseaux de solidarité, je les ai ici, je les ai pas à Bondu ou à machin, dans une belle petite maison avec un petit jardin, parce que c'est pas que ça la vie, c'est pas que le... Et du coup, moi, je trouve qu'il y a un boulot à valoriser et à être fier de notre quartier qui est à faire et à entreprendre en plus dans un contexte où la notion de quartier, elle disparaît. Parce qu'aujourd'hui, on a une telle mobilité qu'en fait, on vit plus ensemble, on fait plus de choses ensemble dans un quartier quasiment. Puisqu'on y habite et après, toutes nos activités sont à l'extérieur du quartier, y compris de consommation. Et du coup, comment on se reterritorialise dans le quartier et qu'on joue à un patriotisme un peu de quartier pour dire, voilà, t'es Autrichon, quartier fondateur de Roubaix. Là, je vais rebondir parce que c'est justement un constat. C'est qu'aujourd'hui, l'identité du Trichon, elle existe, alors qu'il y a 10 ans, elle n'existait pas. Et donc, c'est quand même une des belles victoires. Et qu'on pourrait peut-être regarder le mot populaire au sens où nos jeunes en parlent. Être popu, c'est plutôt être la star et ceux qu'on regarde. Donc on pourrait peut-être utiliser cette version du mot populaire plutôt que l'autre version. Ouais, puis moi j'ai interviewé Philippot, là, il y a un mec qui est à ADO, tu vois, qui est en face de chez toi. Il me dit, moi, il a fait le Vieux-Lille, Lambersart, Roubaix. Il compare. Et il dit... Moi, ce qui m'a surpris à Roubaix, et il a fait Trévise en Italie. Il vient de Trévise. Bon, Trévise, c'est assez riche. Et donc, il vient là. Et il dit, ce qui m'a surpris, c'est dès que tu fais quelque chose sur la rue ou je sais pas quoi, tu peux avoir quelqu'un qui s'arrête et qui te propose de l'aide pour rentrer un machin, pour sortir un truc, qui vient te causer. Et il dit ça, moi, j'ai vu ça nulle part. Et tu demandes à un voisin, tu vas avoir facilement de l'aide. Et moi, je me dis, c'est la définition de ce qu'on veut faire et de montrer ça. Alors, bien sûr, il y a plus peut-être aussi de la violence, des trucs comme ça, mais il y a aussi des formes de solidarité fortes qu'on n'a pas ailleurs. Et il faut qu'on le promeuve. Et en plus, au niveau climatique, si tout le monde avait l'empreinte écologique des quartiers populaires, on aurait moins de problèmes. Donc, c'est peut-être dans ces modes de vie, dans ces pratiques de vie qu'il faut regarder et dire comment ils font pour voilà. Et donc de regarder ça autrement qu'avec notre regard méprisant de voilà. Bon il va être temps de conclure. Synthèse. Synthèse. Non, politique. Non, étendre la politique territoriale. Non, mais en tout cas, je voudrais remercier Victoria d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir introduit ce cycle qui représente aussi beaucoup pour nous et qui est une façon de mettre en valeur, donc on le verra sur les prochains rendez-vous, mais à chaque rendez-vous, on mettra en valeur un acteur de la nouvelle charte. Donc encore 3 belles conférences à venir et j'espère que vous serez là. La prochaine, je voudrais juste un mot pour la prochaine, c'est le 17 octobre. C'est pas la journée du refus de la misère, mais c'est pas à voir. On invite un gars qui est vraiment, je vous invite à venir, qui est assez pittoresque, qui s'appelle Stéphane Linou, qui est un gars du sud-ouest, et donc qui a l'accent et tout, et qui a été élu, qui est un gars qui a fait une thèse en fait sur résilience alimentaire et sécurité nationale. Et donc, qui a un discours très très puissant. Il fait la tournée de France avec sa thèse. Et donc, qui nous invite à réfléchir justement à cette question de l'alimentation d'une manière un peu radicale. Et je trouve ça c'est vraiment intéressant d'en parler, puisqu'il vient de loin, ça nous coûte cher. Donc il faut venir, quoi. Et donc il faut venir. Merci à vous aussi d'être venus ce soir. C'est chouette d'avoir un public aussi pour
participer, contribuer. Donc on espère vous revoir le 17 octobre. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Du coup. Merci.